Au fond, tout part de la Société des gens de lettres au XIXe siècle, qui défendait le droit d'auteur et en percevait et en répartissait quelques-uns. On s'est aperçu à la fin des années 90 que les choses se compliquaient un petit peu pour la rétribution des auteurs et qu'une grande partie de revenus échappait aux auteurs puisque les prêts publics en bibliothèque, parce que c'est de là que tout est venu, les prêts en public n'étaient pas rémunérés. Il y avait là un manque à gagner considérable. Et la Société des gens de lettres était dans son rôle en tentant de pallier cette absence de rémunération. Le dernier mot appartenait à l'État, qui devait de toute façon mettre la législation en accord avec le droit européen, puisque tout est venu de ça. Il faut nous remettre à peu près en 1996, parce que c'est à cette date que Jérôme Lindon, qui était l'un des éminents membres du bureau du syndicat, directeur des éditions de Minuit, et observateur avisé de la vie du livre, a commencé à sensibiliser ses confrères sur le fait que les livres se vendaient de moins en moins et surtout que les lecteurs en bibliothèque empruntaient de plus en plus. L'envie restait parmi les auteurs d'avoir un système de perception et de répartition à eux. D'où l'idée de créer sous ma présidence une société de perception et de répartition réservée aux seuls auteurs de l'écrit. Et j'ai été accompagné dans cette aventure par Marie-France Briselance, par Françoise Cartano, par André Goron, par Arlette Strumza et par la juriste de la Société des gens de lettres, qui a eu une importance capitale dans cette opération, Florence-Marie Piriou. Marie-France Briselance était au comité de la Société des gens de lettres au moment où j'en étais président. Elle était particulièrement active. C'est quelqu'un qui a eu un rôle déterminant dans la place des auteurs dans la société. Elle a beaucoup travaillé sur la GESA, la sécurité sociale des auteurs, et bien sûr pour la création de la SOFIA. Elle était aussi dans la bataille, bien sûr, du prêt public. Elle était très volontaire et elle n'avait pas peur du conflit. C'est quelqu'un qui allait à la bataille. Elle avait eu l'habitude déjà avec la GESA et à la Société des gens de lettres, c'est quelqu'un qui allait au front. Et en même temps, elle était écoutée, parce que c'était quelqu'un de sage. Elle était virulente, elle était forte, mais c'était pas une tête brûlée, c'était quelqu'un de sage. Donc elle a beaucoup apporté à la cause. Je me souviens que c'est Arlette qui a trouvé le nom Sophia. Je me souviens qu'on a beaucoup travaillé dessus avant, savoir ce qu'on voulait en faire. C'était un projet que tout le monde portait. C'était une période vraiment où nous étions très heureux tous de travailler sur ce projet. On savait juste qu'on voulait faire quelque chose avec les éditeurs parce qu'il nous semblait important de les emmener avec nous. J'étais heureuse de travailler pendant cette période à la fois pour la SGDL et pour la SOFIA parce que c'était un projet très satisfaisant pour tout le monde. Ah bah il y a eu des scènes, de temps en temps, des grosses scènes qui finissaient dans le whisky. Voilà, je dis ça comme ça, mais c'est pas tout à fait vrai. Hein. Mais on s'arrangeait tout le temps autour d'un verre. Les administrateurs ont toujours été, de la part des auteurs notamment, dans la compréhension des problématiques de l'éditeur. Et les éditeurs ont toujours pris en compte l'anxiété et le côté instable du statut de l'auteur pour essayer de trouver un modus vivendi et une exploitation commune qui ne soit pas au détriment de l'un plus que de l'autre. Donc trouver un équilibre compatible avec le modèle économique de l'édition. Enfin tout ça est compliqué, mais ça s'est arrangé avec le temps. Voilà. Et avec le talent des gens qui ont travaillé ici et qui ont tous été remarquables, adorables et remarquables. Et c'est en janvier 1999 que la Société des gens de lettres est sortie du bois et qu'elle a annoncé son projet de créer une SOFIA, Société française des intérêts des auteurs de l'écrit, dans laquelle elle a proposé aux éditeurs de rentrer. Et finalement, c'est ce qui s'est passé un peu plus tard. Le début de la SOFIA va commencer avec deux nouveaux droits, la rémunération pour copie privée et le droit de prêt. Alors il faut savoir que depuis le début, depuis les origines, depuis la création de la SOFIA, c'était ensemble
le syndicat national de l'édition et la Société des gens de lettres, qui soutenaient sous toutes ses formes la SOFIA, qui à l'époque n'avait pas encore de rentrée. Les premières rentrées interviennent au début des années 2000 avec la copie privée, elles ne sont pas très importantes. Donc il y avait déjà un service qui était constitué. Or il y a un point capital, c'est qu'entre le vote de cette loi, juin 2003, et les décrets d'application, l'agrément de la SOFIA en tant que société de perception, mars 2005, il va s'écouler très exactement 21 mois. 21 mois pendant lesquels la SOFIA ne va cesser de grossir. J'assistais au conseil d'administration aussi de la SGDL, il y avait certains membres du conseil qui n'étaient pas très contents de voir tout cet argent dépensé pour la création de la SOFIA, avec des craintes que cet argent ne soit jamais remboursé. C'est vrai qu'il y a eu pour nous beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes. Je me souviens d'un appel de François Coupry, président de la SOFIA, me disant, tu sais, je ne sais pas si on pourra te rembourser. Voilà. La SGDL, quand même, s'est pris énormément de claques, mais ça a créé énormément de conflits. Et pourtant, nous y sommes arrivés, nous sommes sauvés, et aujourd'hui, eh bien, vous savez combien la SOFIA se porte bien. Vive les 20 ans, et rendez-vous dans 20 ans pour les 40 ans. L'aventure a commencé au début tout doucement. On n'avait pas énormément d'activités de perception et de répartition de droits d'auteur parce que tout ça était encore beaucoup de projets. Ça a commencé par la copie privée. C'est en fait très simple, c'est-à-dire que la loi de 85 avait déjà une rémunération pour les artistes et les producteurs et les interprètes ainsi que les auteurs de musique. Les textes ne sont pas du tout concernés par cette rémunération. La rémunération pour copie privée sera adoptée par le Sénat et c'est grâce à un cavalier parlementaire qui a été donc présenté par Danielle Pourteau et c'est elle qui a poussé l'idée d'une rémunération en faveur des auteurs et des éditeurs. L'extension de la rémunération pour copie privée bénéficie également au secteur de l'écrit. Alors ça s'est passé, je crois que c'était en juillet 2001. À un moment, tout s'est débloqué avec l'arrivée du droit de presse. C'est très rapidement après qu'on a commencé à percevoir la copie privée pour toutes les années écoulées d'un seul coup. Les auteurs avaient créé la SOFIA, ils se demandaient ce qu'ils allaient devenir. Ils nous ont demandé de les aider. Et là, on a trouvé au bureau du syndicat un homme exceptionnel, qui s'appelle Jérôme Lindon, qui a mis toute sa vie, ses compétences, ses réseaux, sa passion sur ce sujet du droit de prêt. Alors pourquoi le droit de prêt, qui n'intéressait honnêtement personne? C'est parce qu'il disait tout le temps, plus on emprunte de livres, moins on en achète. Et j'avoue que les auteurs, à l'époque, étaient précurseurs, et ils nous ont vraiment aidés. Et je me souviens de François Coupry, d'Alain Psyr, Château-Renaud, enfin tous ces gens, présidents de la SGDL, qui croyaient en Jérôme Lindon. Jérôme Lindon, c'est un homme plus qu'exceptionnel et qui m'appelait tous les matins pour me parler de ce droit de prêt. Ça a été la fin de sa vie, mais ça a été un objectif hallucinant. Et s'il n'avait pas été là, je pense qu'on n'aurait pas obtenu cette loi et ce droit de prêt. Ça a été un grand souvenir de mon mandat. Les enjeux étaient forts parce que le livre apparaissait un peu comme appartenant au domaine public. Il était en train de glisser vers cette conception des choses, ce qui était un danger majeur. Et d'autre part, le livre numérique commençait à apparaître. Et si nous n'avions pas de reconnaissance du droit de prêt sur le papier, que serait-il advenu du droit d'auteur sur le numérique? C'était compliqué de monter un système qui lui-même était issu d'une loi, donc comportait des contraintes, mais de se plier totalement à ces contraintes et de faire les choses aussi bien pour les ayants droit membres de la société que pour l'ensemble des ayants droit qui n'étaient pas membres de la société. Donc tous les auteurs ou tous les éditeurs qui avaient des droits devaient pouvoir les percevoir dans les mêmes conditions que ceux qui étaient membres de la société.
Nous avons été aidés dès le départ par le Centre français de droit de copie, par le CFC, qui a mis à notre disposition des modules informatiques que nous avons évidemment développés pour les adapter à notre système. Et donc le CFC nous a donné un coup de main tout à fait remarquable. Le vrai déclencheur de la mise en place du droit de prêt, après beaucoup d'atermoiements et d'hésitations, est dû à une espèce d'opération de commando que les auteurs ont montée avec les éditeurs. Les auteurs ont écrit tous à leurs éditeurs pour leur dire qu'ils étaient prêts à interdire qu'on prête leurs livres en bibliothèque si le droit de prêt n'était pas mis en place. Donc c'était en quelque sorte une menace de grève du droit de prêt de la part des auteurs. Et en 2005, c'est le premier agrément de la SOFIA pour la gestion des droits de prêt en bibliothèque. En 2005, ben voilà, on s'est retrouvés d'un seul coup avec l'aventure. Alors là, commence pour de vrai, on rentre dans la cour des grands. Je pense qu'on devait avoir une certaine forme de naïveté au début du droit de prêt, parce qu'on s'imaginait qu'on allait pouvoir tout répartir, qu'il ne resterait pas un centime dans les irrépartissables, qu'on allait percevoir bien régulièrement tous les ans auprès des libraires. Bon, ça devait arriver, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Mais ça fait partie de l'aventure, justement. Un des autres avantages de cette loi, et qui a fait que cette loi a été adoptée à l'unanimité du Parlement, c'est-à-dire à la fois de l'Assemblée nationale et du Sénat, c'est qu'elle organise ou elle institue le premier régime de retraite complémentaire des auteurs. Les bibliothèques font un travail absolument remarquable d'achat dans les fonds des éditeurs. On le voit par le nombre de livres qui sont achetés chaque année, c'est des centaines de milliers de livres différents. Donc c'est quand même tout à fait remarquable. Il y a entre 60 et 80% de la production française qui est achetée chaque année, au moins en quelques exemplaires. Donc il y a à travers le droit de prêt, on voit la diversité de la production et on voit la vie de cette production dans le temps. En 2013, il y a eu les livres indisponibles qui sont arrivés. Il y a eu un moment aussi... on ne se rendait pas compte de la portée qu'allait prendre l'action culturelle. La copie privée présente, en dehors de ces aspects techniques qui sont particulièrement délicats, l'avantage de réserver un quart de son montant aux actions culturelles, à l'aide aux actions culturelles. Et c'est, avec le temps, l'évolution des budgets, etc., ça a fait de nous le principal acteur des aides aux actions culturelles dans l'espace français. Ça, c'est une véritable avancée, que ça impose la SOFIA comme une société d'auteurs qui a son rôle et son mot à dire aussi au plan culturel, et pas seulement au plan économique, mais que cette économie-là est une économie qui peut gérer la culture et se mettre au service du livre. Voilà, en gros, si vous voulez, l'ensemble des dispositifs. Le dernier, eh bien, c'est les livres du XXe siècle qui sont encore sous droit, mais qui ne sont plus édités, et qui vont être réédités en version numérique. Pour moi, la SOFIA, c'est d'abord et principalement un lieu de discussion et de bonne entente entre éditeurs et auteurs. C'est une société de gestion collective qui est arrivée à maturité. La maturité, ça veut dire qu'elle sait faire les métiers qu'on lui demande de faire, qu'elle sait assumer les missions qu'on lui confie. Ça veut dire aussi que c'est un objectif, la maturité, un objectif de faire encore mieux, plus vite, mais toujours dans cet esprit de dialogue et de concorde entre éditeurs et auteurs.